Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La CEDEAO exhorte le Burkina Faso, le Mali et le Niger à revenir sur leur décision de quitter le bloc régional. Une décision formulée le 28 janvier par ces trois pays dirigés par un pouvoir militaire. Double scrutin en vue au Togo. Les élections législatives et régionales se tiendront le 13 avril avec un enjeu majeur, la hausse du nombre de députés qui passera de 91 à 113. Et vers l'abolition de la peine capitale au Zimbabwe, le gouvernement a approuvé le 6 février un projet de loi visant à mettre fin à la peine de mort, une réforme pour appliquer la justice tout en préservant le droit à la vie. Mais tout d'abord au Sénégal, la crise politique due à l'annonce de l'annulation de l'élection présidentielle du 25 février s'enlise. Un étudiant est mort à Saint-Louis au cours des manifestations organisées ce vendredi 9 février dans plusieurs grandes villes du pays. Rappelons qu'il s'agissait de la première mobilisation d'ampleur depuis l'annonce du report sine-die de l'élection présidentielle par le président Macky Sall. Un report qualifié de coup d'État constitutionnel par les opposants, des organisations de la société civile et des mouvements citoyens qui appellent au maintien de ce scrutin. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs été saisi à ce sujet par une trentaine de députés ainsi qu'une dizaine de candidats à la présidentielle. Un report de l'élection présidentielle d'au moins 6 mois est envisagé alors que le deuxième et dernier mandat du président Macky Sall est censé s'achever le 2 avril. La situation politique qui prévaut au Sénégal était l'un des deux sujets majeurs abordés par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunie en session extraordinaire le 8 février à Abuja au Nigeria. L'autre sujet du jour était le retrait de la CEDEAO formulé par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une décision qui, selon la CEDEAO, compromet des décennies d'intégration régionale. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. Le 8 février 2024, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a appelé le Burkina Faso, le Niger et le Mali à reconsidérer leur décision de quitter l'alliance politique et économique. Pour le ministre nigérian des Affaires étrangères, Youssouf Maïtama Tougar, la décision des gouvernements de transition entraînerait des difficultés et causerait davantage de tort aux citoyens ordinaires de ces trois pays. La décision des juntes entraînerait davantage de difficultés et causerait davantage de tort aux citoyens ordinaires de ces trois pays. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous continuons d'exhorter ces pays à rester dans le bloc régional. La CEDEAO va redoubler d'efforts vers la diplomatie, vers le dialogue, vers la réconciliation. Dans des déclarations distinctes, les gouvernements de transition du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont déclaré que la CEDEAO avait violé ses propres textes en imposant des sanctions excessivement punitives, notamment la fermeture des frontières à la suite des coups d'État. Le 7 février, les 10 gouvernements de transition ont déclaré qu'ils prévoyaient de partir sans délai car elles ne se sentent pas liées par les termes du traité. Pour des économistes, leur départ va perturber les flux commerciaux et de services dans la région d'une valeur de 150 milliards de dollars par an. Au sein de la CEDEAO, nous incitons à la bonne gouvernance, le renforcement des institutions et l'intégration régionale. Et l'une des décisions prises ici est d'ailleurs celle de la force standard de la CEDEAO pour combattre le terrorisme. Rappelons que la CEDEAO a répondu à une vague de coups d'État dans la région depuis 2020 par des sanctions que les gouvernements de transition ont qualifiées d'illégales et inhumaines. Le bloc a également menacé de recourir à la force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, mais n'a pas donné de suite. D'après la CEDEAO, la décision du Mali, du Burkina Faso et du Niger de quitter le bloc économique et politique de l'Afrique de l'Ouest met fin à des décennies d'intégration régionale. Cependant, la CEDEAO s'est disposée à mener des dialogues avec eux.
Également dans l'actualité, la Mauritanie est officiellement candidate à la présidentielle de l'Union africaine. Le pays a été désigné par les nations d'Afrique du Nord puisque le prochain président de l'organisation panafricaine doit être originaire de cette zone conformément au principe de rotation des présidences. Le président Mohamed Ould Cheikh Razouani devrait donc succéder à son homologue comorien Azali Assoumani lors du 37e sommet de l'organisation prévu à Addis Abeba les 17 et 18 février. Il est à noter que la Mauritanie a quelque peu hésité avant d'accepter de candidater en raison de l'élection présidentielle prévue dans le pays en juin prochain. Au Togo, la date des élections législatives et régionales est désormais connue. Ce double scrutin se tiendra le 13 avril. Il s'agira des 12e élections législatives que le pays organisera et des premières élections régionales de l'histoire politique du pays. Les précisions de Nathalie Moreau. Au Togo, la date des élections législatives et régionales a été fixée au 13 avril 2024. Le décret convoquant le corps électoral a été pris le 8 février 2024 en Conseil des ministres. Un double scrutin dont l'un des enjeux majeurs réside dans l'expansion de l'Assemblée nationale et une restructuration de l'institution. Ainsi, le nombre des députés va passer de 91 à 113 et le découpage électoral porte à 39 le nombre de circonscriptions contre 30 auparavant. Tenant compte de l'érection de chaque préfecture en circonscription électorale et des critères géographiques, démographiques et spécifiques, le décret adopté ce jour porte le nombre des circonscriptions électorales de 30 à 39. Le gouvernement togolais, en vue du double scrutin du 13 avril, a créé la Force Sécurité Élections législatives et régionales 2024, composée de la police nationale, la gendarmerie nationale et la réserve opérationnelle. Ce mécanisme fixe au 10 avril 2024 la date de la participation au vote des forces de défense et de sécurité togolaises afin de leur permettre d'assurer la sérénité lors de la date officielle des élections. Tenant compte du contexte sécuritaire régional et de ses incidences, notamment dans la région septentrionale, et au regard de l'impératif de maintenir la paix et la quiétude des populations durant les opérations de vote pour les élections législatives et régionales de 2024, le décret fixe la date du vote par anticipation des membres des forces de défense, forces de sécurité, forces paramilitaires et réserves opérationnelles à 72 heures avant le jour du vote général. L'organisation des élections législatives et régionales 2024 a nécessité la modification du code électoral pour inclure des dispositions permettant la tenue de scrutins multiples. Les décrets 9, 10 et 11, issus du Conseil des ministres du 8 février 2024, ont établi à 500 000 francs CFA par candidat aux élections législatives et à 200 000 francs CFA par candidat pour les régionales le cautionnement des candidatures au vote. C'est une étape majeure vers la réforme profonde du système judiciaire au Zimbabwe. Le gouvernement a approuvé le 6 février un projet de loi visant à abolir la peine de mort. Une décision historique saluée par le président Emmerson Mnangagwa, farouchement opposé à la peine capitale. Les explications de Nathalie Moreau. C'est un soulagement pour 62 prisonniers actuellement incarcérés au Zimbabwe. Le 6 février 2024, le gouvernement zimbabwéen a approuvé la fin de la peine de mort dans le pays. Le ministre de l'Information, Jenfan Muswere, a annoncé la décision conforme à l'adoption du projet de loi d'initiative parlementaire sur l'abolition de la peine de mort. Il s'agit pour l'État zimbabwéen de prononcer des peines alternatives plus sévères sans violer le droit à la vie. L'environnement nécessaire à l'abolition de la peine de mort a été créé. Le plaidoyer, les initiatives de travail et la volonté politique nécessaires ont été mis en place. L'abolition de la peine de mort implique que les condamnés à la peine capitale dans le pays voient leur sentence commuée en peine d'emprisonnement à vie. La réforme s'applique, comme cela était le cas pour la peine de mort, au cas de meurtre de prisonniers, de policiers, de personnes mineures ou encore de femmes enceintes.
Le défi pour les autorités zimbabwéennes réside dans sa capacité à enrayer la criminalité et les homicides en particulier. Dans la mesure où le meurtre, notamment commis dans des circonstances aggravantes, ne doit jamais être banalisé, je pense que la peine de mort n'est en aucune façon justifiable. Selon les chiffres officiels, 79 personnes ont été exécutées au Zimbabwe depuis l'indépendance du pays en 1980. La dernière application de la peine de mort dans le pays remonte à 2005. L'abolition de cette pratique représente une victoire pour le président Emmerson Mnangagwa. Farouche opposant à la peine capitale, il a lui-même été condamné à mort en 1965 pour avoir bombardé un train pendant la lutte pour l'indépendance. Le gouvernement tchadien fait de la relance des productions agricoles une priorité à l'approche de la saison des pluies. Le but, faire face à la crise alimentaire et humanitaire qui prévaut dans le pays avec l'arrivée massive de réfugiés. Le Tchad étant le 5e pays d'accueil de réfugiés au monde par habitant. Plus de détails avec notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Commentaire Nana Kamsoukoum. Au Tchad, le gouvernement se mobilise pour faire face à la crise alimentaire et nutritionnelle qui touche 18 des 23 provinces de ce pays d'Afrique centrale. L'une des priorités selon les autorités est de relancer les productions agricoles à grande échelle dans les zones tropicales pour renforcer les stocks alimentaires. L'objectif étant de contribuer à baisser les prix des denrées alimentaires sur le marché. De faire en sorte que les projets qui sont en cours, les projets de production agricole, puissent être activés très rapidement. Les cultures maraîchères qui sont dans les zones possibles, nous allons faire en sorte que cela soit fait très très rapidement. Effectivement, bien sûr, l'ONASA n'est qu'une solution ponctuelle, pas une solution durable. Sur les étals des marchés tchadiens, les prix des denrées alimentaires de première nécessité comme les céréales, le sucre, l'huile et les oignons ont augmenté de plus de 50% depuis 2021. Seulement, malgré l'exonération des droits et taxes à l'importation sur certains produits, la situation demeure préoccupante. La plupart des provinces du pays sont en urgence alimentaire et les effets de la crise se font sentir dans le domaine de la santé. Nous allons essayer d'agir sur la production des bonnes semences. Essayons de faire en sorte que la recherche puisse avoir les moyens et produire des semences adaptées pour les différents types de sols, les différentes zones écologiques où on peut donner la possibilité à nos populations d'avoir à manger. Cette crise alimentaire qui touche le Tchad depuis 2021 est causée par la baisse des productions agricoles liées aux inondations et aux effets du changement climatique qui ont impacté sérieusement les zones rurales. Pour rappel, le gouvernement a décrété l'urgence alimentaire dans tout le pays depuis juin 2022, mais la situation s'est aggravée avec l'arrivée massive des réfugiés ces dernières années. Ils ont participé à la 21e édition du All-Star Game à Paris. Les internationaux sénégalais Mbaye Ndiaye et Ibrahima Fall Faye ont foulé le parquet de l'Accor Arena le 30 décembre dernier. Rappelons que le All-Star Game est un match de basket annuel qui oppose les meilleurs joueurs français aux meilleurs joueurs étrangers du championnat de France. Retour sur cet événement avec notre journaliste sportif José Douglas. Il s'appelle Mbaye Ndiaye, ailier fort. Il évolue dans le club de Villeurbanne, en région lyonnaise. Et Ibrahima Fall Faye, joueur au même poste mais à Nanterre, en banlieue parisienne. Les deux hommes se sont croisés lors du All-Star Game qui met face à face les meilleurs basketteurs français et étrangers. On va dire que c'est plus comme un truc à kiffer, vous faites, à partager avec les gars, voilà. Et du coup, ça fait plaisir d'être là. Beaucoup de fierté. Venir ici, faire partie des meilleurs joueurs du premier partie des saisons, ça fait plaisir. Et venir ici aussi pour représenter Nanterre, ça fait plaisir. Vraiment, ça montre que j'ai travaillé dur pour être là. Mbaye et Ibrahima se plaisent dans leurs clubs respectifs et gardent un œil sur la sélection des Lions de la Teranga pour participer aux compétitions continentales et mondiales. Il faut rappeler que les qualifications pour la FIBA Afrobasket 2025 verront la participation de 20 équipes nationales. Être leader en défense, amener des lignes sur le terrain, tout ça. Ouais, j'ai commencé la sélection depuis.
Cet été, j'ai pas pu y aller parce que je vais me faire opérer. Mais sinon, ouais, j'étais avec la sélection du Sénégal. Sélection nationale, bah oui, ça fait partie. À noter enfin que les 20 équipes nationales qui participeront aux qualifications à l'Afrobasket seront réparties en 5 groupes de 4 équipes chacun. Chaque équipe jouera 2 fois contre chaque adversaire de son groupe dans un format tournoi sur 3 fenêtres qui auront lieu du 19 au 27 février 2024, du 18 au 26 novembre 2024 et du 27 au 25 février 2025. À l'issue de ces éliminatoires, les 16 meilleures équipes d'Afrique disputeront le tournoi le plus important du continent, à savoir l'Afrobasket 2025. Les 2 joueurs sénégalais, Baye, 25 ans, et Ibrahima, 27 ans, sont encore en mesure d'évoluer à un très haut niveau pour une belle décennie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.